Merci de nous rejoindre sur Radio J et bon réveil. C'était il y a 47 ans, jour pour jour, la guerre de Kippour. Nous sommes le 6 octobre 1973. L'Égypte et la Syrie attaquent par surprise l'État juif. Il s'agit alors de la 4e guerre israélo-arabe qui débute sur 2 fronts, le canal de Suez et le plateau du Golan. À l'époque, la coalition arabe espère pouvoir reconquérir les territoires perdus lors de la guerre des 6 jours de 1967. Les détails avec vous ce matin, Laurence Canon. Vous l'avez dit, Ilana, nous sommes donc à l'époque le 6 octobre 1973. L'armée égyptienne du président Anwar el-Sadat et l'armée syrienne de Hafez el-Assad lancent une offensive contre Israël. Au total, l'Égypte déploiera 1500 chars, 222 bombardiers et près de 300 000 hommes, auxquels viendront s'ajouter 100 000 Syriens. En 4 jours, ils s'emparent du mont Hermon et de la ville de Kounetra. Les Égyptiens attaquent donc dans la zone du canal de Suez et les Syriens, eux, sur le plateau du Golan. Une opération conjointe préparée minutieusement par les 2 dirigeants arabes, mais avec un objectif différent. Oui, finalement, chacun a son propre intérêt dans ce nouveau front. En effet, il s'agit pour le président syrien, d'abord, de reconquérir les territoires disputés lors de la guerre des 6 jours de 1967, tandis que Sadat, l'Égyptien, lui, souhaite reconquérir une bande de terre sur la rive orientale du canal et surtout se venger de la victoire triomphale israélienne dans la région 6 ans plus tôt. L'objectif des puissances arabes est donc aussi d'ordre politique. Ils visent à montrer à Israël la nouvelle puissance supposée de leurs armées. Et cette attaque est donc une surprise évidemment pour Israël, d'autant qu'elle a lieu le jour d'une des fêtes juives les plus importantes et solennelles du judaïsme, Yom Kippour, d'où le fameux nom qu'on a donné à cette guerre bien sûr. Oui, on dit que cette attaque est surprise, mais en réalité, les Israéliens n'ont pas été très malins, car les espions militaires israéliens avaient bien repéré les jours précédents sur ces 2 fronts des concentrations de troupes arabes. Toutefois, leur chef, le général Elizera, est persuadé, lui, qu'il ne s'agit pas d'une préparation à la guerre. Selon lui, les Égyptiens sont simplement en manœuvre d'exercice et les Syriens ne font que bomber le torse en réponse aux dernières attaques de Tsahal contre leur aviation. Les dirigeants israéliens n'anticipent donc pas du tout cette opération. Le pire, de nombreux soldats israéliens ont été envoyés en permission à l'occasion de Kippour. Manque d'effectifs assuré. Israël qui a gagné ses 3 précédentes guerres, celle de l'indépendance en 1948, celle du canal de Suez en 1956 et enfin celle de 1967 se montre donc tantôt imprudente, tantôt aussi quelque peu orgueilleux à ce moment-là, peut-être un peu trop sûr de lui. Jérusalem n'imagine pas, vous l'avez dit, que les pays arabes aient la capacité militaire de reconquérir ces territoires disputés, ce qui est quand même une erreur politique de la part de Golda Meir, première ministre à l'époque, et de Moshe Dayan, ministre de la Défense. Et c'est donc sans réelle stupeur que les forces armées israéliennes essuient de lourdes pertes humaines et matérielles les premiers jours du conflit. Bien entraînés, il faut dire que les pays arabes ont aussi déployé une importante coalition avec des unités marocaines et koweïtiennes qui viennent appuyer les Syriens. Ils obtiennent aussi des renforts irakiens, saoudiens et jordaniens. Les soviétiques s'en mêlent également et aident leurs alliés arabes, tandis que l'État hébreu est seulement soutenu, lui, militairement par les Américains. Et on assiste donc là pour la première fois au vacillement de l'armée israélienne. Un vent de panique souffle sur le gouvernement israélien, à tel point que la première ministre, Golda Meir, pensera à utiliser l'arme nucléaire pour repousser les Égyptiens qui progressaient dans le Sinaï. Mais coup de théâtre, ce qui est assez fou et ce qui fait aussi partie des grands miracles d'Israël, c'est que Tsahal parviendra finalement à renverser la tendance. L'armée israélienne mènera en effet une contre-offensive plutôt géniale, d'abord sur le front syrien puis égyptien. Et oui, c'est assez incroyable car les soldats israéliens lors de cette guerre ne sont que 275 000. On est donc très loin des 400 000 soldats arabes en face. Tsahal, heureusement, possède de nombreux chars qui vont lui permettre d'anéantir l'aviation ennemie. Et puis, sur le front sud, tout est très méthodique. Ainsi, les 15 et le 16 octobre, les troupes blindées du général Ariel Sharon repassent le canal de Suez dans l'autre sens. Israël prend à revers les troupes égyptiennes. Oui, en fait, ça isole complètement la 3e armée le long du canal. Oui, et idem au nord, où l'armée israélienne arrive à seulement 70 km du Caire.
c'est une humiliation pour les Arabes. La plupart des chars égyptiens sont détruits. Et les Arabes pris donc en étau et sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique, un cessez-le-feu sera finalement instauré et signé le 25 octobre. 6 ans plus tard, le 26 mars 1979, l'Égypte et Israël signent enfin la paix à la suite des accords de Camp David 6 mois plus tôt. Alors en définitive, bien sûr, si cette guerre de Kippour est un succès pour Israël, elle laissera quand même un profond traumatisme au sein de sa population. Après 19 jours de guerre, le conflit a provoqué la mort de 3000 Israéliens, 9500 morts côté arabe. Un chiffre important au regard de sa population encore naissante. Les Israéliens demandent alors des comptes à ses dirigeants. Ce sera sans appel. Golda Meir et Moshe Dayan démissionneront quelques mois plus tard. Et l'occasion de revenir aussi ce matin sur ces anecdotes assez folles. D'abord sur ce personnage, Ashraf Marwan, un des plus grands espions du XXe siècle, baptisé l'ange du Mossad. D'ailleurs, un film lui a été consacré sur Netflix il y a quelques mois. Absolument. Film tiré d'une histoire vraie, donc. Il faut dire que pour les Israéliens, c'était une chance inouïe, une occasion comme il s'en présente rarement. On est alors dans les années 1970. Le propre gendre de Nasser se propose de devenir un espion pour Israël. Une taupe nichée au cœur même du pouvoir égyptien. Ashraf Marwan transmet ainsi au Mossad des informations très sensibles qui aideront à la survie de l'État juif ou pas. Oui, car Ashraf Marwan, en réalité, suscite des doutes au sein des services de renseignement israéliens. En effet, à plusieurs reprises, Ashraf Marwan affirme que l'armée égyptienne est trop faible pour reprendre l'offensive après la raclée qu'elle vient de subir lors de la guerre des 6 jours, ce qui s'achèvera donc complètement faux. Et ça, c'était donc pour Ashraf Marwan, dont le personnage continue aujourd'hui de susciter la controverse et dont la mort suscite aussi la controverse à ce jour, puisque l'homme est mort en 2007 dans des circonstances assez troubles, tombé d'un balcon à Londres alors qu'il était apparemment encore en vie. Je crois qu'il est aussi intéressant par ailleurs ce matin d'évoquer ce document qui vient d'être déclassifié par Jérusalem et qui raconte aussi un chapitre important de la guerre de Kippour. Oui, nous sommes alors à la veille de la guerre de Kippour, le 5 octobre 1976. Il est exactement 14h45. Un télégramme ultra secret en provenance de Moscou arrive au QG du renseignement militaire israélien. Surnommé le message en or. Ce document ne sera transmis que le lendemain à la première ministre Golda Meir et au ministre de la Défense Moshe Dayan. Un retard aux conséquences désastreuses pour le jeune État. 5 octobre 1973, mais alors que disait ce fameux message en or ? Un message tout ce qu'il y a de plus clair, Ilana. Il annonçait alors le départ des experts soviétiques de la région en Syrie, des départs dus à la volonté des Égyptiens et des Syriens de lancer une guerre contre Israël. Ni plus, ni moins, c'était écrit noir sur blanc. Et Israël n'en a malheureusement pas pris compte. Eh bien non, le général israélien de l'époque, un certain Zeira, garde le texte sous le coude. Il est convaincu, lui, que ces évacuations sont le résultat des tensions diplomatiques croissantes entre Moscou et le Caire. Et il ne se résoudra à montrer le document à la chef du gouvernement et au plus haut responsable militaire que 15 heures plus tard, juste avant le lancement de l'opération Badr, la première étape de la guerre de Kippour. Et tout porte à croire que le cours de la guerre et celui de l'histoire politique d'Israël auraient peut-être été très différents, bien qu'on ne puisse dire jusqu'à quel point, si ce message en or avait été connu un jour plus tôt seulement des plus hautes autorités du pays. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces 3000 morts côté israélien ? En tout cas, ce mystère demeure. La contribution du message en or, qui est le fameux auteur bienfaiteur de ce télégramme ultra secret, est aussi toujours à ce jour inconnu. On le saura certainement jamais. Merci Laurence Kahn pour ces informations.